Boko yo Congo ekolo tobetela katolo yo soki solo pona Congo konga kosala kimia yango yo. Très chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission Au service de la nation de ce jour. Au service de la nation est une émission sociopolitique qui reçoit tout le monde qui sert la nation dans son domaine respectif. Sur ce plateau, nous recevons un serviteur de la nation. Il s'agit de Monsieur Modeste Mboningaba. Il est auteur de plusieurs ouvrages et articles sur les élections, la démocratie et le développement en Afrique. Tour à tour, il fut aussi enseignant à l'université de Kinshasa et chef d'entreprise. C'est avec lui que nous allons décortiquer la problématique de l'élection en République démocratique du Congo, en Afrique, pourquoi pas au monde. Bonjour, messieurs. Bonjour. On vous a déjà présenté et ça ne vaut plus la peine. Peut-être il y a un aspect biaisé par rapport à la présentation. Si vous voulez compléter un aspect. Oui, je crois que j'aime toujours montrer aux téléspectateurs que j'ai évolué pendant des années dans le monde associatif. Déjà au début des années 90, j'ai été président des anciens élèves de père jésuite du collège Alpha-Jiri, à l'époque ça s'appelait collège Notre-Dame de la Victoire. Et à ce titre, membre du comité directeur de l'Union nationale des anciens élèves des jésuites, une APGS. Et c'est pendant que j'étais président des anciens élèves des jésuites du collège Alpha-Jiri de Bukavu qu'on a été amené à créer l'Union panafricaine des anciens élèves des jésuites au congrès panafricain qui avait eu lieu à Douala en 1995. Et c'est à cette occasion que, prenant la parole au nom de la délégation zaïroise à l'époque, j'ai en quelque sorte lancé le message qui a été considéré comme un message fondateur intitulé « Croisade contre la médiocratie ». Parce que pour moi, la démocratisation qui avait lieu en Afrique à l'époque déjà, en 1990, donc la démocratisation qui a commencé avec le discours de la Baule du président François Mitterrand, pour moi ce n'était pas la vraie démocratie. Je l'ai appelé médiocratie parce que c'était un mélange de démocratie et de médiocrité. Parce que nous avons retenu de la démocratie uniquement la procédure et non le fond, et non la substance. On a retenu seulement la forme. Ah, la démocratie, il y a plusieurs partis. Allez, on en crée. Nous, on a même battu le record. On est, je crois, à 1000 partis aujourd'hui. Vous voyez que c'est ça le bon chemin de la démocratie. La démocratie, c'est des syndicats en veux-tu, en voilà. Nous, on en a plusieurs centaines ici. La démocratie, c'est l'opposition d'un côté et le pouvoir de l'autre. Et nous, l'opposition chez nous, c'est s'opposer systématiquement à tout ce que fait le pouvoir en place. Ce n'est pas ça l'opposition dans une vraie démocratie. Bref, nous avons copié servilement la démocratie à l'occidentale et sans vraiment prendre sa substance. Parce que la substance en démocratie, c'est quoi? Okay, la substance en démocratie, c'est la participation. On va revenir sur... on va entrer en force sur cette question. On va revenir, mais je dois finir la présentation. Ok, merci. Parce que la présentation, c'est ça qui permettra aux téléspectateurs de savoir à qui ils ont affaire. J'ai pris comme si vous entrez déjà, vous avez déjà entré en profondeur de l'émission. Non, pas du tout. Merci. Après ce passage comme président des anciens des Jésuites, j'ai été également, au début des années 2000, secrétaire général du Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo.
Tout le monde sait ce que ça représente, le Conseil de la Patrie de la catholique. C'est le bras séculier de la Sainte. Et au début des années 2010, j'ai été président des anciens étudiants de l'université L'Oranium, aujourd'hui UNIKIN. Cette association s'appelle ALMA. Donc c'est à ce truc. C'est disparu jusqu'aujourd'hui. Cette association a disparu ou ça existe jusqu'aujourd'hui. Voilà la preuve que vous n'êtes pas bien informé. L'ALMA existe plus que jamais. D'ailleurs, le président actuel de l'ALMA, l'association des anciens de l'Ovanium, aujourd'hui UNIKIN, c'est-à-dire tous ceux qui sont passés par l'université qu'on appelle aujourd'hui UNIKIN, sont membres, disons, membres de droit. Encore faut-il venir adhérer. Mais ils sont tous membres. Et l'actuel ministre de la Défense est président en exercice de l'association des anciens étudiants de l'Oranium, NASA Uniki, ALMA. Donc, il faut que les gens sachent qu'il y a eu ce parcours dans le monde associatif pour qu'ils comprennent ce qui va suivre. Merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, vous avez compris, l'invité vient de compléter sa présentation par rapport à sa vie ancienne ou les responsabilités qu'il a eu à occuper dans sa vie. Nous allons maintenant aborder la problématique des élections qui est le vif de notre émission aujourd'hui. Tout le monde se pose ces derniers temps, comment, où en sommes-nous avec les élections? C'est pourquoi vous avez compris par la présentation, l'invité qui est juste à côté de nous, c'est la personne qui a écrit beaucoup sur la démocratie, les élections. Nous avons fait appel à un expert à l'écriture par rapport aux élections. Il va nous expliquer comment fonctionnent les élections, comment fonctionne la démocratie sur le plan mondial, africain ou soit ici en République démocratique du Congo. Tout le monde, nous avons vu comment le confession religieuse se précipite avec plus de 200 candidats pour occuper la CENI en République démocratique du Congo. Tout le monde se pose, est-ce que cette institution est purement indépendante ou soit dépendante? C'est à vous maintenant de nous envoyer la réponse sur cette question parce qu'on n'arrive plus à situer. Est-ce que la CENI en République démocratique du Congo est une institution indépendante ou dépendante des confessions religieuses? Notre très cher invité, nous revenons à vous pour commencer notre émission. La problématique des élections ou la démocratie dans le monde ou en Afrique, particulièrement en RDC. Comment émettez-vous votre avis par rapport à la problématique des élections sur le plan mondial africain et en République démocratique du Congo? Oui, je crois que c'est une bonne question parce que il faut avoir, surtout avec la mondialisation, maintenant tout est devenu mondial. Il faut avoir la capacité de regarder. Je crois que ceux qui ont justement ce souci d'observer ce qui se passe ont remarqué dernièrement, il n'y a pas si longtemps, le président battu, le candidat battu a refusé de reconnaître les résultats de l'élection présidentielle. Là, vous faites allusion à Donald Trump. Oui, moi je n'aime pas citer les noms parce que je sais que ce n'est pas nécessaire. Ce qui compte, c'est de savoir qu'effectivement, le dernier président américain, c'est-à-dire qui a été battu dans la dernière élection présidentielle, a refusé de reconnaître sa défaite. Effectivement. Je suis sûr que les Africains se sont dit, tiens, même là-bas, ça se passe comme ça. Même là-bas, ça peut arriver. Et voilà. Mais on oublie que même déjà 12 ans plus tôt, en 2000, en face de lui, disons pour le match de la finale, c'est-à-dire le challenger côté qui avait une statue. Son challenger, son colistier, sa colistière, parce que c'était une dame, la colistière de M. McCain à l'élection présidentielle américaine de 2000, dame qui avait été gouverneur de son État, c'est l'État de l'Alaska, à l'extrême nord de l'Amérique, mais qui, d'après les analystes, ceux qui ont essayé
scruté son parcours, sa biographie, ont remarqué qu'elle n'avait aucune connaissance de la géopolitique mondiale. Ça veut dire que si Marquet avait été élu, c'était une probabilité de 50-50. Si Marquet avait été élu et que par accident, parce qu'il était déjà d'un certain âge, il était empêché de gouverner avant la fin de son mandat, c'est cette dame qui allait lui succéder. Et vous imaginez, à la tête de la première puissance du monde, une personne qui ne connaît absolument rien de la géopolitique mondiale. C'est-à-dire, déjà même en Europe, si vous lui posez des questions sur quels sont les grands pays européens, elle risque de ne pas y répondre correctement. De l'Afrique, n'en parlons pas. Donc, ça montre quoi? Ça montre que la démocratie, même dans ces pays-là, a des vraies difficultés. Parce que ce n'est pas normal que dans une bonne démocratie, celle qui fonctionne correctement, on puisse laisser montrer des gens qui ne sont pas d'un profil approprié. Okay. Si déjà ça s'est passé comme ça en Amérique, ça veut dire que pour le reste du monde, c'était plus compréhensible. Si on monte vers l'Europe et on prend les pays les plus importants, ce sont les pays membres du Conseil de sécurité. En Europe, il y a la Russie, il y a la Grande-Bretagne et il y a la France. Eh bien, la Russie, on peut comprendre que la Russie, qui est sortie à peine il y a quelques années seulement du monopartisme, puisse avoir des difficultés à s'adapter au pluralisme. On peut comprendre. Mais si la Russie avait évolué selon les schémas de Gorbatchev, qui voulait justement pour transformer la Russie, instaurer la perestroïka et la glasnost. Là, par rapport, je vous ai entendu parler de la démocratie cause problème parce qu'il y a aussi contestation aux États-Unis. Alors, la démocratie ne permet pas les contestations. Non, il faut se comprendre. La contestation est tout à fait légitime. Oui. La contestation est tout à fait légitime, les manifestations sont légitimes, mais encore faut-il, c'est surtout ce qui est contesté, c'est ça qu'il faut regarder. Pas le principe même de contester. En démocratie, la contestation est tout à fait légitime. Mais encore faut-il qu'elle porte sur des sujets qui sont pertinents. Comprenez? Mais lorsqu'on conteste même ce qui n'est pas contestable, à ce moment-là, ce n'est plus ça la démocratie. Donc je poursuis en disant que, en ce qui concerne l'ex-URSS devenu la Russie et plusieurs États indépendants, on a l'impression que, faute de n'avoir pas expérimenté la démocratie depuis longtemps, ces pays-là, pour la plupart, se comportent exactement comme nous les Africains. Si vous regardez les pays de l'ex-Union soviétique, la plupart sont des pays où les gens sont au pouvoir depuis 20 ans, ils ne peuvent pas partir. Quand ils partent, ils laissent l'enfant ou je ne sais pas. Donc ça montre que la démocratie a du mal à s'enraciner même dans ces pays-là. La France, par exemple. Vous voyez, la France, nous, c'est le modèle. La France, pour nous, tout vient de là. C'est le pays des droits de l'homme, c'est le pays où les femmes ont obtenu le droit de vote depuis 1945. Bref, pour nous, tout doit venir de là. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que même en France, il y a des difficultés. Lorsqu'il s'agit d'une élection européenne, par exemple, où logiquement on devrait avoir des projets qui se disputent la meilleure place dans les cœurs des Européens, ressortissants des différents pays. Au lieu d'avoir en face plusieurs projets alternatifs, chacun voulant être le meilleur pour l'Europe, on a plutôt le reflet de la politique intérieure qui s'invite dans le débat au niveau européen. Pardon, c'est ainsi que ce sont des gens qui sont contre le président en place
qui vont gagner plus de sièges au Parlement européen, alors qu'il s'agit d'amener les gens qui veulent toujours mieux d'Europe, plus d'Europe pour le bien des Européens. Mais ce qui arrive lors des élections européennes, en France par exemple, vous allez voir que c'est le parti d'extrême droite qui refuse même l'Europe, qui veut sortir de l'Europe. C'est celui-là qui draine le plus grand nombre d'élus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même en Europe, il y a certainement des choses qu'il faut revoir. En Europe, il y a encore un autre élément qui est très important, qui est en train de s'enraciner chez nous, c'est l'abstentionnisme. Il y a beaucoup d'abstention dans les élections, pas seulement européennes, mais la plupart des élections en Europe enregistrent des taux d'abstention de plus de 40%, parfois même près de 50%. Donc près de la moitié des électeurs ne se rendent même plus au vote. Ça, c'est une menace grave à la démocratie. Vous avez vu ce qui s'est passé en Grande-Bretagne avec le Brexit. C'est après que les Britanniques se sont rendus compte qu'ils avaient pris ça avec légèreté. Parce que beaucoup de gens n'étaient pas allés voter, croyant que les résultats étaient déjà connus, le non à l'Europe allait être minoritaire et le oui à l'Europe allait l'emporter. Eh bien, c'est l'inverse qui s'est produit. Et une fois que les résultats sont sortis, c'était trop tard. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que la démocratie est en panne partout dans le monde. Alors évidemment en Afrique, c'est encore plus grave, parce qu'en Afrique, c'est plutôt, il faut s'attarder sur les quelques rares pays qui continuent un peu à faire honneur à l'Afrique. Et moi, je n'en connais pas beaucoup. Je peux citer un pays comme le Ghana, je peux citer un pays comme le Botswana, et je peux citer avec hésitation qui respecte un peu la démocratie. Qui respecte, parce que l'alternance là-bas, elle est vraiment ancrée dans les institutions. On peut dire la même chose de la Tanzanie. Pourquoi pas? La Tanzanie, évidemment, c'est le même parti qui est au pouvoir depuis Nyerere, mais au moins, il y a cette alternance. Tous les 10 ans, le président qui est là, il cède sa place et un autre arrive. Mais si vous acceptez ces quelques rares pays-là... Vous n'avez pas cité le nôtre, la République démocratique du Congo, qui vient de connaître son alternance il n'y a pas longtemps. Non, mais attendez, vous êtes en train de... L'alternance chez nous, vous avez vu comment elle a eu lieu. Moi, je suis en train de vous parler des exemples qui forcent le respect, pas des exemples boiteux, parce que nous, ce qu'on a connu. C'est ça que vous entendez par alternance normale. Une alternance, c'est lorsque une majorité prend le pouvoir et remplace la majorité qui était là. Pas seulement l'élection présidentielle. Ce n'est pas normal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le souverain primaire qui donne ce genre d'alternance, c'est qu'il ne comprend rien. Comprenez? Parce que le souverain primaire qui veut qu'il y ait alternance, il va tout faire pour que le président élu ait une majorité parlementaire. Il est dans les provinces des majorités qui puissent lui permettre d'appliquer son programme. Bien sûr qu'on peut encore s'attendre à ce qu'il y ait quelques provinces qui soient dans l'opposition, parce qu'en province, les enjeux ne sont pas les mêmes. Mais lorsque, au niveau des chambres, au niveau national, vous avez d'un côté un président, et en face, il y a une autre majorité. Ça n'a pas de sens. Parce que vous allez dire que dès l'entrée en fonction, on vous prive de la majorité avec laquelle vous allez gouverner. C'est le souverain primaire qui ferait ça. C'est qu'il n'a rien compris à la démocratie. Donc, quand nous parlons des pays où la démocratie a l'air de fonctionner, il ne faut pas me citer la RDC quand même. Ok, merci beaucoup. Là, nous venons de comprendre comment la démocratie se déroule au monde, en Europe, ou soit aux pays occidentaux, en Afrique ou en République démocratique du Congo. L'invité met l'accent que notre démocratie, notre alternance n'est pas saine.
que la démocratie prévient normalement. Sur ce, nous allons revenir au point de l'invité. Pour comprendre, c'est un exemple palpable. En Afrique, pour être un président de la CENI, il faut être du parti au pouvoir. Il faut être la main droite du président en exercice. Comment vous trouvez cette manière de faire les choses en Afrique? Voilà, vous êtes en train de me rejoindre, parce que lorsque je vous dis que nous en Afrique, on est encore très très loin. Parce que je ne vous coupe pas la parole, parce que notamment, il y a par rapport à notre président de la CENI qui est démissionnaire, qui doit être remplacé par un autre, où j'avais assisté personnellement à la Senko. Il y avait un groupe des étudiants de l'université de Kinshasa qui étaient partis déposer un mémo auprès de M. l'abbé Cholet pour soutenir un candidat quelconque. Il s'agit de Maître Riti Amouli. Mais ça a été contesté. Et lorsqu'on a eu le temps de comprendre d'où vient cette candidature, et on était en contact avec des sources pour nous éclairer d'où vient cette candidature, et nous avons compris que c'était une candidature qui vient du peuple. Il n'a pas passé par les confessions religieuses. Donc, quant à cette candidature, c'est le peuple qui a envoyé cette candidature, mais se refusait auprès de M. l'abbé Cholet. Alors, je ne sais pas, on ne comprend plus rien. Est-ce que il faut être normalement du parti au pouvoir pour être candidat à la CENI, ou soit il faut que vous ayez le pouvoir du peuple? Ben voilà, donc vous étiez en train de me amener à dire que au Congo, la démocratie est déjà installée, parce qu'il y a eu cette alternance de 2019, n'est-ce pas? Et moi, j'essaie de vous montrer qu'on est encore très loin du compte. Parce que justement, l'instrument par excellence pour gérer les processus électoraux, c'est un peu partout en Afrique, d'ailleurs ça porte le même nom, Commission électorale nationale indépendante, CENI. Mais on se rend compte que l'indépendance là-dedans, on ne la voit pas. C'est pour montrer que le mal, je viens de montrer qu'il est profond parce qu'il ne concerne pas seulement l'Afrique, mais il va même au-delà, il va même dans ce qu'on appelle les vieilles démocraties. Mais il est encore plus disons, le mal est encore plus ancré chez nous que là-bas, parce que là-bas, il y a quand même les vraies forces démocratiques. Il y a vraiment l'alternance, ce n'est plus un tabou, c'est automatique pratiquement, même s'il y a eu ces couacs dont on a parlé tout à l'heure. Mais en Afrique, la CENI est devenue le lieu où il faut absolument avoir la mainmise. Les lieux sur lesquels il faut avoir la mainmise. Parce que c'est celui-là qui proclame les résultats. Okay. Vous voyez? Or, si effectivement la CENI n'était qu'un instrument tout à fait ordinaire, d'ailleurs dans les autres pays, il n'y a pas de CENI, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Là, c'est tellement banalisé, c'est tellement formalisé que le vote, les gens se rendent dans des bureaux de vote, on ne s'imagine pas qu'on puisse aller faire le bourrage des urnes, etc. Non. On sait que les gens se rendent aux urnes, chacun vote pour les candidats de son choix, il rentre chez lui et le soir, les résultats sont communiqués. Mais parce que chez nous, on sait que ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. On a tendance à se dire, donc celui qui contrôle la CENI
C'est celui-là qui a la maîtrise de la situation. Voilà pourquoi vous avez parlé des 200 candidats déjà. 200, oui. Proposés par 14 confessions religieuses. Voilà. Est-ce que vous trouvez ça normal dans un pays qui se veut sérieux qu'il y ait autant de candidatures pour aller diriger une institution somme toute banale? Non. Mais c'est parce qu'ici, avec le temps, on s'est rendu compte que celui qui dirige la CENI, c'est vraiment un grand monsieur. D'abord, il gère des fonds énormes, il a un pouvoir considérable, et donc, tout le monde veut entrer là-bas. Voilà pourquoi, nous, au sortir de la dernière expérience d'élection démocratique de 2018, mais pas seulement nous, mais on a eu l'impression que toute la société congolaise, à travers ces différentes figures qui s'expriment, voulait un changement de fond en ce qui concerne les processus électoraux. Je crois que vous avez vous-même aussi suivi les scandales qui ont été provoqués par les résultats des dernières élections. Les gens ont contesté de tous côtés. On ne pouvait pas s'imaginer que un pouvoir, non, les souverains primaires, puissent décider, dire bon, il faut qu'il y ait alternance, mais en même temps, il faut bloquer celui qui sera élu. Il ne faut pas qu'il ait une majorité. On n'a jamais vu ça. Cela est arrivé dans un pays comme la France, mais c'était à l'époque où en France, le président de la République avait un mandat de 7 ans. Or, les législatures, c'est 5 ans. Alors, il est arrivé qu'effectivement, au cours d'un septennat d'un président de la République, 5 ans après, il perd la majorité parlementaire. Cela est arrivé. Mais c'est après 5 ans de gestion. Vous comprenez? Donc, il a géré pendant 5 ans. Les électeurs ont estimé que non, il fallait changer ça. Il lui donne une majorité opposée à sa majorité d'avant. Pour peut-être espérer une amélioration de leur vie. Donc, ce que nous on a connu en 2018, on n'a jamais vu ça nulle part. Quand vous êtes élu, vous avez une majorité en tant que président, mais vous aurez aussi une majorité parlementaire pour que vous puissiez gouverner. Ce qui fait que nous avons eu cette exception-là. En Afrique, pourquoi pas, on nous a dit que c'était ça le choix du peuple. Ok, allons-y. Mais maintenant, le peuple lui-même, après avoir fait ces choix-là, a immédiatement exprimé son mécontentement. Parce que nous avons tous suivi les scandales qui ont éclaté lors des élections, par exemple, des gouverneurs de province. Les scandales qui ont éclaté lorsqu'il y a eu les élections au Sénat, donc les sénateurs qui sont venus des provinces. Et le peuple a clairement montré qu'il fallait qu'on change ça. Et même le président de la République, nouvellement élu, a montré qu'on ne pouvait pas continuer avec ça. Les confessions religieuses à la tête desquelles il y avait le cardinal Bongo ont montré qu'on ne pouvait pas continuer avec un système aussi bancal. On a donc, tout le monde a réclamé des réformes en profondeur de notre système de vote, de notre système électoral, pour que nous puissions nous mettre en phase avec les attentes de la population. Quelque temps après, on a peut-être voulu faire d'abord oublier les choses. On sort de ces schémas, pardon, et on demande tout de suite, on a tout de suite un appel à candidature. Avant d'amorcer les réformes qui devaient normalement se situer en amont, il fallait d'abord réformer, donner une nouvelle configuration à notre système électoral, où on avait clairement dit qu'il ne fallait plus que les sénateurs soient élus par quelques députés comme ça provinciaux. On avait clairement dit qu'il ne fallait pas que les gouverneurs de province soient élus par quelques députés provinciaux. Bref, on a montré que le système en place était mauvais. Il fallait le changer. Et nous,
Je vous ai dit que c'est depuis 90, même avant 90, que j'ai réfléchi sur les élections, la démocratie et le développement. Et j'étais heureux de constater que tout le monde m'avait finalement rejoint, parce que l'article dont je vous parlais, de croisade contre la médiocratie, c'était pour montrer que nous sommes dans la médiocratie depuis ce temps-là. On n'est pas dans la démocratie. La démocratie n'est pas synonyme de médiocrité. La démocratie devrait être plutôt synonyme d'excellence. Les meilleurs. Parce que sinon, on ne comprendrait pas qu'un peuple conscient de ses droits et de ses attentes puisse chercher à mettre des médiocres à la tête pour le représenter. Donc, nous le disons donc depuis toutes ces années, depuis 30 ans, qu'il faut mettre en place un système qui fasse émerger les meilleurs fils et les meilleures filles du Congo. Et ce système-là se joue sur juste un petit rien. Les 30 années de recherche sur cette question m'ont permis de comprendre que le vrai problème qui fait que nous n'avons pas les dirigeants les meilleurs, c'est tout simplement parce que ceux qui les choisissent, c'est-à-dire nous, certains connaissent la valeur réelle de leur voix, de leur vote, mais ils ne sont pas nombreux, malheureusement. Ceux qui ne connaissent pas la valeur de leur voix, surtout lorsqu'il s'agit d'une élection, par exemple, au niveau du président de la République, ou toutes les élections qui se passent au niveau national, la plupart de ceux qui votent ne connaissent pas la valeur de leur voix. Parce que s'ils connaissaient la valeur de leur voix, ils n'oseraient jamais la brader contre une bouteille de bière, contre un t-shirt, contre, je sais pas moi, un petit billet de banque. C'est parce que la plupart de nos concitoyens, au niveau national, ne connaissant pas les enjeux qu'il y a derrière les élections à ce niveau-là, sont amenés à brader leur voix, soit parce qu'on leur a dit non, celui-là c'est notre frère, il est de la même province par exemple, ou celui-là c'est le beau-frère de tel, etc. Alors que s'ils connaissaient la valeur réelle de leur voix, même contre tout l'or du monde proposé en échange, ils ne la braderaient pas. Okay. Donc c'est ça le schéma que moi, de nouveau mal parti. Et pour répondre à l'autre aspect de votre question, vous avez dit qu'il y a parmi les candidats, sur les 200 candidats là dont on parle, il y a un qui a compris qu'il fallait rester en phase avec la base, aller chercher le soutien de la base pour montrer que c'est le peuple qui est le patron. Ceux qui sont là, en train de s'occuper de ces dossiers, ils ne peuvent pas se substituer au peuple. C'est le peuple qui a effectivement le dernier mot. Et donc, quelqu'un qui cherche à avoir l'appui du peuple pour aller juste, parce qu'à ce moment-là, ce serait juste pour aller obtenir l'entérinement. C'est juste pour aller obtenir l'entérinement. Il ne s'agit pas qu'on aille encore débattre là-bas. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc sur ces, je voulais juste comprendre, au sein des institutions ou soit à la tête de ces institutions, quel genre type d'homme peut-on avoir au sein des institutions pour gérer la CENI, afin d'espérer soit au résultat crédible ou soit un résultat qui va transformer la volonté de la population. C'est ce que je viens de donner comme réponse. Je viens de montrer que déjà c'est biaisé, c'est mal parti. Parce que les mêmes qui avaient dit qu'il fallait vraiment une réforme en profondeur de notre système électoral pour ne plus retomber dans les travers du passé, ce sont ceux-là même qui se sont précipités pour dire non, mais amenez vos candidatures, comme ça on va chercher
le meilleur pour diriger la CENI. Ce n'est pas comme ça qu'il fallait procéder. Il fallait d'abord se demander, mais quel type d'élu nous voulons avoir? Quel type d'élu nous voulons avoir au niveau local, la commune, et enfin au niveau national? Lorsqu'on a répondu à cette question, et qu'on a par exemple dit, sans doute, sans compter, c'est nous voulons les meilleurs d'entre nous. Parce que on ne voit pas quelqu'un dire non, moi je veux quelqu'un qui ne comprend pas, qui n'aime pas servir, je veux qu'il soit notre gouverneur ou notre bourgmestre. Personne ne dira jamais ça. Tout le monde dira, j'aimerais que ce soit l'homme qui est effectivement sérieux, qui est un homme de parole, qui est un homme qui respecte autrui, qui respecte les droits de l'homme, qui respecte l'argent du peuple, qui ne cherche pas à aller là-bas pour maintenant prendre l'argent du peuple et mettre dans sa poche. Tout le monde vous dira que c'est ça le type d'élu qu'on veut avoir. Donc de ce côté-là, il n'y a même pas de débat. Mais comment expliquer dès lors qu'après avoir clairement montré qu'il fallait seulement les meilleurs d'entre nous pour nous gouverner, au moment de se demander comment on organise les choses pour que cela se produise réellement, on passe outre, on va chercher à revenir dans le schéma d'avant. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sincérité. Qu'on ne veut pas qu'effectivement ce pays entre de plein pied dans la vraie démocratie. Merci beaucoup. Nous tenons déjà vers la fin de cette émission. Et nous allons peut-être chuter par cette intervention ou par cette question. Comment peut-on maintenant savoir en amont que ce type peut répondre ou soit que la personne qui veut occuper la CENI va transformer réellement la volonté de la population aux urnes, ou soit il va respecter la volonté de la population par rapport au résultat qui sera brandi après les élections. Comment peut-on savoir? Que le futur président de la CENI. Oui, mais comment peut-on savoir que le futur président, en nommant soit, admettons ce type ou cet homme à la tête de la CENI, il peut être, en le mettant, il va remédier à la pénurie électorale qui règne, où tout le monde décrit par rapport aux résultats qui sortent après les élections. Comment peut-on savoir en amont que oui, admettons peut-être, par exemple, monsieur Modeste à la tête, il va réellement respecter la volonté de la population? Bon, moi je suis mal à l'aise pour répondre à cette question parce que je viens de montrer que les conditions actuelles ne sont pas les conditions idéales pour arriver à la transformation de... Et quelle est la condition maintenant idéale? Oui, mais je l'ai dit. Vous l'avez... En filigrane, j'ai montré qu'il fallait d'abord réformer la CENI, réformer le système électoral. Ensuite, j'étais sur quel type d'animateur on doit avoir ici, parce qu'avec un tel système qui ne fait que privilégier les meilleurs, on peut à la limite mettre même vous ou moi, parce que le système va fonctionner tellement merveilleusement que la CENI cesse d'être un enjeu. Vous voyez, la CENI aujourd'hui, pourquoi il y a 200 candidats? C'est ça la question qu'il faut se poser. La CENI devient un enjeu parce qu'il y a des gros moyens qui sont mobilisés pour gérer les élections. Tout le monde veut être là où il faut gérer ses moyens. Mais le seul qui a voulu montrer qu'il n'était pas attiré par ces moyens-là, c'est celui que vous avez indiqué à la fin. Parce que lui, d'abord, il a, je le connais assez bien, il a un parcours, j'ai lu les choses, tout ce qui a été écrit sur lui, comme tout le monde j'imagine. Il a un parcours irréprochable
un parcours exemplaire en tant que personne, citoyen congolais. Si tout le monde avait un tel parcours, je suis sûr que... Et pourquoi sa candidature refusée? Mais je suis en train de vous dire que la candidature candidature est refusée. Parce que justement, on refuse d'entrer dans le système. Le seul candidat qui a l'émanation de la population par rapport à ces 200, parce qu'il y a plus de 200 candidatures à la CENI maintenant déjà sur la table, il y a un seul, organes de... les confessions religieuses. Oui. Il y a 14 confessions, il y a 14 confessions religieuses qu'on a donné mandat. Ce n'est plus 6. Non, c'est 14. C'est 14 qui doivent proposer les candidatures. Ils ont proposé jusqu'à 200. Maintenant, il y a un seul qui ne manque pas de confession religieuse. C'est ça. C'est Maître Retia Mouli. Oui. Où sa candidature est refusée. Mais les autres où leur candidature et manque de confessions religieuses sont reçues. D'où vient cela? Ce n'est plus une institution indépendante ou comment ça devient une institution dépendante des confessions religieuses? Moi, je considère que on est à côté de la question. On est à côté. Parce que on aurait dû, comme je l'ai dit dès le départ, réfléchir d'abord quel type d'élection nous devons désormais avoir pour que nous ayons des gouverneurs qui forcent le respect, des députés provinciaux qui forcent le respect, des bourgmestres, des chefs de collège, tous ces élus à tous les niveaux, que ce soit des hommes et des femmes intègres qui ont effectivement le profil idéal, irréprochable. C'était ça la question à laquelle il fallait répondre. Comment faire en sorte que les élections qui vont venir nous fassent sortir seulement des hommes et des femmes de ayant ce profil-là. Au lieu de chercher à répondre à cette question, excusez-moi, on a contourné, on a en fait voulu poursuivre le système ancien. C'est pour ça qu'il y a cette prolifération des candidatures. Mais si on avait posé clairement les conditions pour dire désormais les élections, d'abord, ça coûte trop cher, il faut qu'on fasse tout pour que les élections se déroulent en un seul jour, par exemple. Si on arrivait à organiser les élections en un seul jour, mais vous imaginez l'économie que ça ferait réaliser? Merci beaucoup. Nous courons derrière le temps. Le temps nous fait défaut pour continuer à aborder cette question très pertinente. Et la technique nous fait déjà signe que nous avons largement dépassé le timing réservé pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin pour qu'on puisse clore cette émission. Eh bien, le mot de la fin, je dirais que Kofi Annan a dit « L'Afrique se meurt par la faute de ses dirigeants ». Clair et net. Donc, la hauteur. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut ajouter qui les choisit, ces dirigeants-là. C'est nous, le peuple. Donc, quelque part, c'est nous qui sommes mal outillés pour faire émerger les meilleurs d'entre nous. Et c'est à cela que moi je travaille depuis toutes ces années, pour montrer comment faire en sorte que désormais, à chaque élection, nous ayons des électeurs qui ne peuvent pas brader leur voix. Si nous arrivons à mettre en place un tel système, tout en gardant les 40 millions de Congolais comme électeurs, parce qu'il faut que les choses soient claires. Il n'est pas dit que nous voulons écarter certaines personnes des processus électoraux. Loin de là, nous voulons que tous les 40 millions de Congolais restent électeurs, mais à chaque élection, nous voulons que seuls ceux qui ne peuvent pas brader leur voix soient conviés au vote. Voilà ce que je peux dire comme mot de la fin. Merci. Quelle votre publication, le téléspectateur peut retenir par rapport aux différentes publications publiées? Ah oui, on peut retenir. Le dernier ouvrage en date est celui qui est sorti en 2018 aux éditions universitaires européennes, c'est-à-dire en Europe, et qui s'intitule République démocratique du Congo, RD Congo, objectif 2040. Et le sous-titre c'est Préalable pour une vraie émergence en 20 ans. Ce livre est disponible aux éditions universitaires européennes.
Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. C'est par ce mot de Messieurs Modeste Monigaba que nous mettons fin à cette émission. Restez toujours branchés et le programme continue sur votre chaîne. Avec le temps, nous allons encore lui inviter encore sur ce plateau pour décortiquer plus davantage la question de la CENI parce que c'est important. À bientôt 2023 et les gens vont se précipiter pour occuper la CENI. Maintenant, l'invité nous a parlé. Quel type d'homme peut-on avoir à l'institut ou soit à cette institution indépendante? Maintenant, la question était abordée par l'invité qu'il faut choisir les personnes irréprochables, les personnes qui ont un profil irréprochable. Maintenant, comment on peut en découvrir? Très chers téléspectateurs, vous savez, lorsque vous partez aux urnes, il faut savoir donner la voix à qui ou son profil est irréprochable. Merci très chers téléspectateurs. Nous vous remercions de l'intérêt que vous accordez à votre émission le jour au lendemain. Restez toujours branchés et l'autre invité vous sera donné d'ici là. Merci. Visionnaire, écorché, vif, on tient le coup, tête ailleurs, plus qu'un constat, l'échec est une leçon, la guerre est une mauvaise réponse à des bonnes questions. Monga kosala kimia yango yo, monga kosala kimia yango yo, monga kosala kimia yango yo.